Entre nous soit dit, l'entrevue de fin d'après-midi. L'entrevue de fin d'après-midi qui sera menée par Jean-Christophe Nava de Radio Parole de Vie à Saint-Malo. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Michel et bonsoir à toutes et à tous. Anouar Bibesh, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'en prie. Alors vous êtes le président du Conseil français du culte musulman depuis le mois de juin. Tout à fait. Donc vous êtes marocain. D'origine marocaine. D'origine marocaine. C'est important pour vous justement ? Je suis d'abord français et je m'exprime en tant que citoyen français de confession musulmane. Mais effectivement, j'ai la double nationalité franco-marocaine. Vous êtes un ingénieur ? Tout à fait, ingénieur des ponts et chaussées de promotion 87 pour être précis. Alors vous avez participé à formuler la déclaration islamique sur la crise climatique. Le CFCM, dont vous êtes le président, je l'ai dit, a proclamé ceci dans une conférence de presse qui a lieu le 28 octobre avec Nicolas Hulot et François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Alors, Anouar Bibesh, comment cette déclaration a-t-elle vu le jour en fait ? La déclaration a été initialement élaborée le 17 et le 18 août à Istanbul. Il y a une soixantaine de dignitaires religieux musulmans, des savants, des personnalités engagées dans des pays musulmans et non musulmans, puisqu'il y avait également des participants qui venaient de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada. Donc des personnalités qui venaient d'une vingtaine de pays. Et effectivement, ils se sont retrouvés sur un texte très fort pour sensibiliser les 5 ou 6 milliards de musulmans à travers la terre entière sur les enjeux de la préservation de la planète et de la relation de l'homme à la nature. Bien sûr, dans la religion musulmane, il n'y a pas de clergé, on n'a pas de pape. Mais par contre, le fait qu'il y ait ces dignitaires musulmans qui se soient retrouvés et qu'ils aient trouvé un consensus sur un texte vraiment fondateur, un texte historique, c'est quelque chose de très très important. Et quand le Conseil français du culte musulman a examiné le contenu de cette déclaration, nous avons dit qu'à la veille de la COP21, on ne pouvait que l'adopter. On l'a traduit en français, puisqu'on a eu la version anglaise et la version arabe. Nous l'avons traduite en français et nous avons dit que c'est l'occasion de la faire connaître à l'ensemble de nos compatriotes pour démontrer à la fois l'importance de la préservation de la nature dans la religion musulmane et aussi sensibiliser tous nos concitoyens de confession musulmane à participer à cette mobilisation générale pour la préservation de la planète. Alors comment se traduit la vision de la nature, de l'environnement, la préservation de l'environnement dans l'islam, Anouar Bibesh ? Il y a deux notions qui sont très très importantes dans l'islam. La première chose, c'est que la nature, c'est une création de Dieu. Et donc, elle mérite respect et préservation au même titre que l'ensemble des êtres humains ou des animaux. Donc, c'est une préservation qui est sur la responsabilité de tous. Donc, elle mérite respect. Et la deuxième notion qui est très importante, c'est que dans l'islam, la nature a été créée pour être au service de l'homme. Et donc, ceci lui donne une responsabilité supplémentaire. Dans la conception musulmane, l'homme a reçu une régence de la part de Dieu sur terre, et donc cette régence lui donne des responsabilités immenses, et il doit être le protecteur de la nature et non son destructeur. Et justement, dans cette déclaration islamique sur la crise climatique, il y a tout un préambule qui justement fait un état des lieux un peu de la dégradation de la planète par rapport à notamment le développement des gaz à effet de serre avec l'augmentation ou le réchauffement climatique d'une manière générale, mais aussi cette course effrénée vers la consommation, vers l'exploitation sans scrupule des ressources naturelles. Et donc, il y a une prise de conscience qu'il faut généraliser à l'ensemble des musulmans du monde entier et à l'ensemble de l'humanité tout court. D'accord. Alors, en ce qui concerne les actions menées par les musulmans en France, est-ce que vous avez quelques exemples comme ça, peut-être d'associations ou d'initiatives qui sont prises pour préserver l'environnement ? Alors, par rapport à ça, il y a un proverbe marocain que j'aime bien, puisque je suis d'origine marocaine, et qui dit « Au lieu de se lamenter sur l'obscurité, allume une bougie ». Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que chacun, à travers son cercle de responsabilité, peut contribuer à la préservation de la planète par des actions au jour le jour, parfois des actions symboliques, mais c'est avec des gouttes d'eau qu'on fait les rivières, comme on dit. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont en train d'être
je dirais, de rentrer dans les mœurs, dans les pratiques des musulmans, ne serait-ce que par exemple pour se préparer à la prière, il y a les ablutions, donc avec une consommation d'eau. Et donc dans toutes les salles d'ablution dans les mosquées aujourd'hui, on trouve des pancartes ou des panneaux qui incitent les fidèles à préserver l'eau, à ne pas gaspiller cette ressource et cette denrée rare qui est l'eau. Donc ça, c'est un exemple symbolique. Il y a d'autres expériences ou d'autres actions qui sont menées à plus grande échelle. Par exemple, des mosquées qui sont équipées d'ampoules à basse consommation, à base de LED. C'est une pratique qui est en train d'être généralisée. Il y a le concept de mosquée verte, entre guillemets, qui est en train de se développer, pas uniquement parce que le vert, c'est la couleur de l'islam, mais avec une dimension écologique qui est très très forte. Et par rapport à ça, il y a deux exemples qui sont en train là aussi d'être suivis dans pas mal de nouveaux projets de construction de mosquées. Parfois un chauffage au niveau de toute la mosquée basé sur des énergies renouvelables. Il y a un certain nombre de mosquées, même en région parisienne, qui le font, à Massy, à Vigneux, et puis en Normandie, en Alsace. Et il y a aussi aujourd'hui un certain nombre de mosquées qui, par exemple, dans leur conception architecturale, vous savez, il y a toujours une coupole qui est au-dessus de la grande salle de prière dans les mosquées. Et ces coupoles sont de plus en plus fabriquées avec des matières qui limitent l'émission de gaz à effet de serre. Et la mosquée de Massy, par exemple, on est un exemple, je dirais, concret. Et elle est en région parisienne, on peut la visiter. C'est une mosquée qui justement s'inscrit dans ce concept de mosquée verte. Donc ce sont soit des actions symboliques au jour le jour qui peuvent être prises en charge par les fidèles, soit dans la conception même des mosquées, au niveau du chauffage, au niveau de l'électricité, au niveau même, je dirais, des matériaux qui sont utilisés, une dimension écologique qui est présente. Est-ce que vous sentez à Nord-Bibesh les jeunes musulmans en France réceptifs à cette question de l'écologie, de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de cette maison commune, comme disait le pape François? Les jeunes musulmans, ils sont, à l'instar de l'ensemble des jeunes, je crois qu'ils sont peut-être plus sensibles que les générations précédentes à cette question. Maintenant, il faut noter quand même que dans l'ensemble des pays musulmans, par exemple, il y a un déficit de prise de conscience à ce niveau-là. Et on peut prendre parfois quelques indicateurs qui peuvent être significatifs. Par exemple, il y a très peu de pays musulmans dans lesquels il y a des partis politiques verts ou à dimension écologique. Mais maintenant, parce que peut-être que les besoins, c'est des pays qui, pour la plupart, qui sont en voie de développement, ils avaient peut-être d'autres priorités, d'autres chats fouettés, entre guillemets. Et donc la notion de préservation de la nature n'était pas forcément leur souci premier. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a une réelle prise de conscience dans ces sociétés. Et par exemple, je peux prendre mon pays d'origine, qui est le Maroc, dans lequel il y a 2 ou 3 partis politiques aujourd'hui ou des organisations de la société civile qui se sont engagées dans la préservation de l'environnement. Ça, c'est le premier exemple. Et deuxième exemple, aujourd'hui, il y a eu un développement de l'énergie solaire qui est en train de se mettre en place, ou de l'énergie à base d'éoliennes aussi. Et donc le Maroc, puisqu'il n'a pas le pétrole, il est en train de développer d'autres sources d'énergie et qui sont, je dirais, écologiquement compatibles. D'ailleurs, la COP22, dans un an, se passera à Marrakech, au Maroc, et je pense que le Maroc est en train de prendre les devants là-dessus. Donc il y a une prise de conscience dans l'ensemble des pays musulmans, et donc la jeunesse musulmane, d'une manière générale, est plus sensible à cette question, parce que justement, c'est le futur, c'est l'avenir. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment une projection vers l'avenir. Tout à fait. Et alors, vous, Nord-Bibesh, j'imagine que vous avez suivi, comme beaucoup de Français, le déroulement de la COP21, les négociations. Quel regard vous portez en général sur les négociations, et en particulier sur ce qui vient d'être décidé, ce qui a été dégagé comme grande orientation jusqu'à présent? Parce qu'on attend demain pour savoir les définitifs. Avant de parler de la COP21 elle-même, de son déroulement, je pense qu'il y a toute la phase préparatoire qui a été très, très, très importante, très intense. On a eu deux déclics au niveau de l'ensemble des religions, on va dire. Le premier, c'est au niveau de la conférence des responsables de culte en France, la CRCF, que préside actuellement François Claveroli. Et donc, il y a un an, on a commencé à penser justement à sensibiliser, à prendre la parole, à sensibiliser l'ensemble de nos fidèles, toutes religions confondues, sur la question de l'environnement. Et puis, il faut avouer aussi qu'il y a eu une rencontre, il y a tout juste un an, c'était en novembre de l'année dernière, avec Nicolas Hulot, dans une réunion où il a essayé de mobiliser l'ensemble des religions, l'ensemble des consciences.
Et je pense que la conjugaison de ces deux facteurs a fait que les religions se sont beaucoup engagées sur la préparation de la COP 21. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur cette conférence. D'après les dernières nouvelles ou informations du front, on va dire, les négociations ne sont pas totalement finalisées et le pire comme le meilleur est toujours possible. Donc je pense qu'on est dans les derniers mètres, on est à 36 heures de la clôture, ou maintenant 24 heures, puisque je crois que c'est demain à 18 heures que se termine la COP21 ou se clôt la COP21. Et c'est sur ces derniers mètres, ce dernier sprint, qu'il ne faut pas rater les enjeux et les objectifs sur lesquels nous nous sommes mobilisés depuis un an maintenant. Alors Bibesh, est-ce qu'au Maroc, le pays que vous connaissez bien, d'où vous êtes originaire, vous nous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des espèces en voie de disparition ou qu'il faut protéger animales? Est-ce que vous voyez vraiment des enjeux comme ça prioritaires? Oui, tout à fait. Enfin, il y a notamment, le Maroc est connu comme étant un pays à très forte richesse au niveau de la mer, au niveau des poissons. Et aujourd'hui, je dirais, la pêche à outrance avec une volonté d'industrialisation de cette pêche aujourd'hui fait qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont en cours de disparition. Il y a aussi le réchauffement climatique qui fait que le Sahara est en train de s'étendre petit à petit. Et donc la température, on le voit dans l'ensemble des villes du Maroc est à la hausse. Et puis ça arrive jusqu'à Paris, puisqu'on a des températures en octobre et novembre, voire décembre, qui sont exceptionnelles à Paris et en France. Je pense que la notion de réchauffement climatique, on commence à la ressentir d'une manière de plus en plus, d'une manière de plus en plus significative. Et puis ceci génère un certain nombre de migrations de populations subsahariennes. Aujourd'hui, le Maroc est un grand pays d'immigration, puisqu'il y a une immigration africaine très très forte qui s'est installée au Maroc. Avant, il y avait l'objectif d'aller en Europe, mais vu que les portes se ferment de plus en plus, donc il y a une immigration subsaharienne et africaine qui s'installe au Maroc et se pose la question là aussi de la carte de séjour pour les Africains qui s'installent au Maroc. Donc ce flux migratoire ramène de nouvelles problématiques, de nouveaux défis et donc une politique générale du pays qui doit s'adapter à ces nouveaux défis. Alors maintenant, quand on parle à des gens qui se trouvent, ou des habitants du Canada ou du pôle Nord, quand on parle de réchauffement climatique, ça peut que leur faire plaisir, vu les températures qu'on trouve dans ces pays, mais il faut plutôt peut-être parler de dérèglement climatique. Et ça, effectivement, c'est plus significatif avec ses impacts à la fois sur la vie d'une manière générale et sur les êtres humains en particulier. Est-ce qu'il y a, Norby Bech, au Maroc, un consensus au niveau du monde scientifique pour dire que ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par le CO2? Ou est-ce qu'on est sur l'autre thèse qui consiste à dire que c'est parce qu'il y a une augmentation de la température eh bien, qu'il y a l'augmentation de l'effet de serre Non, je pense que les climato-sceptiques sont de moins en moins nombreux. Et la bataille scientifique, je pense qu'elle a été gagnée pour démontrer effectivement la responsabilité de l'homme et du comportement de l'homme sur le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. On ne peut pas uniquement lier ça à un phénomène indépendant ou involontaire du comportement de chacun d'entre nous. Donc cette prise de conscience elle est là. Par contre, maintenant, il faut la transformer ou la traduire en actes et en politique contraignante. Et c'est ce qu'on espère tous de la COP21. Mais s'il n'y a pas un risque finalement pour l'homme de se croire un peu le maître du monde en se disant c'est à cause de nous que la nature est détruite et ça va être grâce à nous qu'on va pouvoir continuer à vivre et l'avenir nous appartient? Moi, je trouve que c'est plutôt une opportunité qu'il y ait une prise de conscience de l'être humain de son impact ou l'impact de son comportement sur ses richesses naturelles et sur le devenir de la planète. Et il faut transformer cette opportunité-là pour que derrière, on fasse évoluer nos modes de fonctionnement et nos modes de vie, tout court. Alors, Norby Bech, je crois une dernière question. Est-ce que j'ai un petit peu le temps? Voilà, je vais vous la poser. Bon, vous vivez en France, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous lisez les journaux. Quel est votre ressenti par rapport au climat, le regard qu'ont les Français sur l'islam en France? Le contexte, il n'est pas facile, effectivement. À la fois le contexte national, mais également le contexte international. Il y a beaucoup de violence, pour ne pas parler de terrorisme, qui est malheureusement parfois commis au nom de notre religion. Et les musulmans de France, dans leur quasi-totalité, rejettent fondamentalement ces actes de violence et ces actes de terrorisme. Et ils n'arrêtent pas de crier haut et fort, pas en notre nom.
Ça ne peut pas être fait au nom de la religion musulmane. Bien sûr, les citoyens français de confession musulmane sont doublement touchés par ce qui se passe. Ils sont d'abord touchés en tant que citoyens français tout court. Ils font partie intégrante de la nation française. Ils partagent ses joies, ils partagent ses douleurs. Et donc, ils sont meurtris dans leur chair par ce qui est arrivé au mois de janvier dernier, le 7, le 8 et le 9 janvier, mais également la tragédie qui s'est passée le 13 novembre. Et ils sont également touchés, doublement touchés, parce que ceci est commis au nom de leur propre religion, alors qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans ce type d'actes de terrorisme ou d'actes de barbarie. Et donc, par rapport à ça, il faut saluer la réaction des citoyens français de confession musulmane qui réagissent dignement et qui, aujourd'hui, s'expriment d'une manière, je dirais, la plus claire possible pour à la fois exprimer leur solidarité avec l'ensemble de la nation, mais également rejeter catégoriquement et clairement tout acte de terrorisme d'où qu'il vienne et sûrement pas au nom d'une quelconque religion ou d'une quelconque valeur humaine. Merci beaucoup, Anne Guibèche. Merci.